commence dans quelques minutes, qui va être fascinante. Donc, des gens du Centre de recherche maritime sur les milieux insulaires et maritimes, je vais m'en souvenir. Donc, les îles comme territoire d'innovation. Alors, on vous invite à venir écouter cette conférence fort intéressante. Donc, les îles, des gens des îles de la Madeleine, quand même, c'est la belle visite, ça. Donc, les îles comme territoire d'innovation, centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes. Prenez place, mes belles dames et tout le monde, là. Je pourrais peut-être mettre mon sac sur le tien pour comme pas prendre 3 chaises. OK, bien là, si je lis sur ton ordi, je ne l'ai pas, là. Top. Allô, allô? Ah. Voilà. Donc, je répète, conférence sur les îles comme territoire d'innovation avec Maïka Thibodeau, qui est la directrice associée au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes. Et Madame Thibodeau est designer industriel diplômée de l'Université de Montréal et diplômée d'une maîtrise de sciences en développement durable appliqué à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle oriente sa pratique professionnelle selon les principes de développement durable appliqués. Je vais la laisser se présenter plus à fond. Et les îles comme territoire d'innovation, pourquoi les îles de la Madeleine ou des îles? C'est en raison évidemment de leur insularité qui crée un milieu particulier où on peut expérimenter à une échelle idéale toutes sortes de solutions et de problématiques difficiles en lien avec les écosystèmes et la durabilité de nos milieux. C'est très important. Merci. Merci. On vous donne la parole, Madame Thibodeau. Merci. Donc, on va se concentrer sur le visuel ici plutôt que sur moi. Merci de l'invitation. Je suis vraiment enchantée d'être ici aujourd'hui. Les îles comme territoire d'innovation, en fait, les îles, il y en a à l'échelle mondiale. Il y en a énormément et ce sont toujours les milieux qui sont aux premières loges des changements climatiques, des enjeux des ressources. Donc, je vais passer ça rapidement avec vous, mais aussi montrer comment les îles à l'envers peuvent être l'endroit idéal pour innover, pour repenser notre monde. Territoire insulaire qu'on ne peut pas agrandir permet peut-être de mettre en évidence plus qu'ailleurs l'interdépendance de l'homme et de son milieu. Alors, on voit ici une photo satellite, le cercle rouge en bas, c'est les îles de la Madeleine, puis on a essayé de placer Montréal. On est loin de chez nous, mais l'archipel des îles, ça regroupe plusieurs îles habitées qui ont l'avantage d'avoir à la fois un système économique, environnemental et social à la fois structuré et fragile. Donc, comme partout ailleurs, on vit plusieurs enjeux. Récemment, je pense que l'enjeu, la rareté, pénurie de main-d'œuvre, c'est vécu partout, mais chez nous, c'est encore plus intense parce qu'on a des enjeux au niveau du logement ou de l'accès au territoire. Une forte diversification économique, la pêche et le tourisme principalement, une forte exposition aux aléas côtiers, des ressources naturelles limitées, vulnérabilité au changement climatique et dépendance au transport. Ce sont des choses qui affectent toutes les communautés, mais qui, dans un milieu insulaire, ça prend une autre dimension complètement. Donc, nous, on travaille à comprendre ces enjeux-là, puis à développer des solutions innovantes et à expérimenter à l'échelle des îles. Ça fait avancer nos îles, oui, mais comme vous allez voir, on est capable de générer des innovations vraiment intéressantes pour l'ensemble du Québec, contribuer au mouvement planétaire d'économie des ressources et d'adaptation au changement climatique. Donc, très rapidement, c'est bien connu, les îles, c'est joli. Et pendant la pandémie, il y a eu un grand exode des centres. Je ne vous apprends rien là-dessus, mais les îles ont été très, très populaires, ce qui a amené malheureusement une hausse de 27,5 % de valeur immobilière en 2 ans. Donc, ça devient plus difficile d'accéder à la propriété, un enjeu de saisonnalité des activités, un enjeu de logement des travailleurs et des familles, puis des impacts, évidemment, sur les entreprises. Un autre défi, l'accès. Donc, si on veut se rendre aux îles de la Madeleine,
sans prendre l'avion, attachez votre sucre, 1500 km de voiture, c'est très long. Après ça, un autre 5 heures de bateau, si tout va bien. Donc, on a des bonnes infrastructures, un service d'approvisionnement, mais tout passe par le bateau et l'avion. C'est une logistique complexe, météo, saisonnalité et autres. Par contre, sachant que tout entre par bateau et par avion, imaginez comment c'est faisable de comprendre tous les paramètres de ce qui entre et de ce qui sort aux îles. Fait que si on parle de flux de matière, de compréhension de l'énergie d'une population captive, ça, les scientifiques trouvent ça bien intéressant parce qu'on est capable de connaître à peu près tous les paramètres d'intrants, d'extrants. Dépendance énergétique, on n'en est pas fiers, c'est pas notre choix. C'est une centrale thermique au mazout lourd. Donc, les îles de la Madeleine, à elles seules, représentent 37 des gaz à effet de serre d'Hydro-Québec. C'est majeur. Il y a beaucoup de véhicules aussi. On comprend que la pêche, ça se fait avec des gros camions, puis que le volet électrique avec centrale thermique, ce n'est pas encore vraiment développé. Il y a quand même 2 éoliennes et 4 à venir, puis un projet de micro-réseau. Ça fait longtemps que les îles veulent faire partie d'une transition. Bien, ce n'est pas simple. Changement climatique, bon, on peut toujours essayer de se mettre la tête dans le sable, hein? De dire, mais non, ça n'existe pas, mais étant citoyenne madelinienne, je vous garantis que oui. Ça, c'est la route derrière chez nous. On a vécu Fiona récemment qui a fait des ravages. Tu sais, des vents à 100-120 km/h, c'est pas traumatisant pour nous, hein? On est habitués. Ça arrive à chaque année. Mais là, une conjoncture de vent à 120, de haute marée et d'érosion fait que notre territoire, il est en permanence attaqué par les aléas climatiques. Puis, comme ailleurs, on dit des tempêtes, la tempête du siècle. Maintenant, c'est la tempête aux 10 ans, puis là, c'est la tempête aux 5 ans. Donc, ça fait des images qui marquent l'imaginaire. C'est notre communauté qui vit avec ça. Je vous mets une photo en hiver parce que, premièrement, c'est très joli, mais il y a un autre élément. Quand on parle de la fonte des glaces, ça a des impacts partout. Bien, les glaces pour les îles de la Madeleine, c'était une protection naturelle. Ça créait des murets de glace qui faisaient que la vague ne rentrait pas directement dans le cap de Grès. Puis le cap de Grès, en fait, c'est du sable aggloméré avec de l'oxyde de fer, ce qui fait qu'ils sont si jolis et si rouges, mais c'est très, très friable. Donc, notre mission, c'est de mettre la recherche au service de l'innovation afin d'aider différentes communautés insulaires et maritimes à saisir les opportunités de développement et relever les défis de demain. On est un OBNL de recherche et développement affilié à l'UQAR. Puis, on s'est concentré dans les dernières années sur 2 principaux volets qui sont l'économie circulaire de proximité des milieux insulaires et le développement insulaire en contexte de changement climatique. Quand on parle d'économie circulaire, tous les grands concepts s'orientent sur une densité. Les gros parcs industriels, que le déchet des uns soit la matière première des autres. Oui, d'accord, mais le Québec est constitué de petites régions et il y a des régions terrestres qui vivent l'insularité aussi. Et c'est un peu limité de penser que l'économie circulaire s'applique seulement là où il y a des gros joueurs. La circularité, c'est un principe d'approvisionnement de proximité. C'est aussi regarder sur un territoire, je veux faire mes constructions comme tout le monde, je veux avoir mes entreprises comme tout le monde, mais est-ce que j'importe mes ressources sur 2000, 3000, 10 000 kilomètres? Qu'est-ce que j'ai localement sur mon territoire qui me permet, qui a un potentiel de valorisation? Donc ça, c'est un des axes qui nous intéresse. Changement climatique, bien, avec les images que je vous ai montrées avant, je pense que ça se comprend assez bien pourquoi on essaie de trouver des solutions activement. Un autre volet qui est au niveau des services, recherche et développement, innovation avec des partenaires industriels, soutien aux chercheurs, donc d'attirer les chercheurs pour donner accès aux îles, des projets pilotes, une veille de réseautage insulaire international, puis des relevés techniques en drone, par exemple. On a plein de jouets qu'on présentera tout à l'heure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous, on ne veut pas avancer seuls. On a vu des superbes entreprises ici, il y a des beaux projets vitrines qui se font, mais venir en faire avec nous aux îles, je vous garantis que ça amène un degré de pertinence qui va vous étonner. Quelques projets d'innovation. Là, je pense que ça va vous intéresser. Est-ce que tu commençais par Béton Vert ou c'était moi? Ah? Tu peux y aller. J'y vais. Donc, un des projets, Béton Vert, ça vise la valorisation des sédiments de dragage et de résidus marins. On a plusieurs zones de pêche portuaire où il y a des activités de dragage. On ressort le sable et on essaie d'en disposer adéquatement. Parallèlement à ça, on a aussi beaucoup de résidus marins. Là, je vous parle des termes qui sont très insulaires et très maritimes. On n'en a pas, nous, des coquilles et tout ça, mais la question, c'est toujours quelles sont les ressources de proximité et quels sont les usages potentiels. Donc, dans ce cas-ci,
on a fait beaucoup de tests. On s'est associé, entre autres, avec l'Université de Sherbrooke et le CTTEI. C'est un centre de recherche qui est spécialisé dans les matériaux. Donc, le but, c'est de substituer la matière première par une matière locale, de viser des propriétés mécaniques équivalentes aux recettes normées et de réduire les gaz à effet de serre, générer une économie circulaire. Si on continue comme ça à l'échelle de la planète à importer des matériaux granulaires et des choses sur des distances astronomiques, on n'arrivera pas à faire une transition écologique. Valorisation agricole des résidus coquillés. Donc, ça aussi, ça fait très, très maritime, mais je le mentionne quand même parce qu'on a de la chaux commerciale d'un côté qui a des propriétés d'abaisser le pH des sols. Bien, que ce soit aux îles de la Madeleine ou toutes les communautés côtières ou ici, les agriculteurs ont besoin d'amender leur sol puis de rétablir le pH en fonction de ce qu'ils font pousser. On fait une chaux qui est une exploitation qui est très émettrice de gaz à effet de serre. On transporte la chaux sur des milliers de kilomètres encore, alors qu'il existe des coquilles qu'on peut broyer qui ont un rendement équivalent. Donc, c'est de faire de la science sans que la science coûte une fortune, puis d'être capable de justifier le pouvoir chaulant, puis de le mettre en champ. Donc, on est en train de le faire aux îles. Dans un des projets pilotes, on a utilisé 200 tonnes de coquilles quand même. Ce qui est les agriculteurs, nos sols sont très acides. Donc, tous les principes même d'autonomie alimentaire et de légumes de proximité, vous venez visiter les îles, j'imagine que vous aimeriez manger un bon légume local plutôt que manger un légume qui était au Mexique, qui est passé par Montréal puis qui est venu par bateau, même voie que vous, pour le manger aux îles. Ça ne fait pas de sens. Bon, mais on se pose la question de quelle façon on peut aider nos agriculteurs. Et l'économie circulaire, c'est une façon de le faire. Épandage des résidus marins frais, on ne réinvente rien. Hein? Nos aïeux le faisaient, les grands-pères, les grands-mères, on mettait dans le jardin en arrière, on redonnait à la terre. Mais aujourd'hui, on a une conjoncture de normes environnementales qui sont pertinentes, qui ont lieu d'être, mais quand même qui fait que des fois, on passe à côté des valorisations pertinentes. Donc, dans ce cas-ci, je pense que ça fait d'ailleurs passer à la Semaine verte comme une des initiatives vraiment intéressantes. Dans un contexte donné, en quantité donnée, on est capable d'amender les sols avec les coquilles de crabes et de homards. By the way, on fournit... le Québec, c'est un petit client des îles de la Madeleine en termes de fruits de mer. C'est exporté sur les marchés en Asie. On est un gros producteur de crabes homards. Engrais marins, donc oui, valorisation en champ, mais comment stabiliser ça pour que lorsque votre visite, vous rameniez un beau petit sac d'engrais frais des îles de la Madeleine, donc du homard à manger en bonne compagnie, puis un beau sac d'engrais pour votre potager. C'est une mine d'or en termes de propriété de valeur agricole. Pourtant, on se bat, quand je dis on, là, c'est les îles, mais c'est la Gaspésie, c'est la Côte-Nord, c'est tous les producteurs de fruits de mer. On se bat pour essayer de les valoriser adéquatement. Nous, on a une plateforme de compostage depuis 1994. Donc, ceux qui disent qu'ils étaient les premiers, on va refaire les devoirs. Les îles de la Madeleine étaient les premières à instaurer une collecte de matières putrescibles. 1994, ça fait un bail, ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans. Ouais, quand même. Donc, en ce moment, on est en train de travailler à essayer de stabiliser le produit et d'avoir une valeur agricole stable, ce qui fait qu'on va en faire un coproduit commercialisable et disponible. Donc ça, dès cet été, si vous venez nous voir, c'est là. Puis, quand je dis « on », là, je ne veux pas faire un pitch de vente sur le CERMI, mais c'est pas ça, on est un OBNL, on essaie de faire avancer les choses. Puis comme tout OBNL, c'est pas simple d'avoir des revenus autonomes, donc on se dit, soit on travaille avec les entreprises pour les rendre plus viables puis avoir des produits alternatifs, ou soit aussi, s'il n'y a personne qui le développe, nous-mêmes, on peut le développer comme entité, donc on y travaille. Projet denrées, ça, c'est un projet qui fait beaucoup de bien quand on sait que l'inflation assaille tout le monde, que ce soit ici ou aux îles. C'est la mise en place d'un service de récupération, de redistribution des denrées via une banque alimentaire. Il y a 10 ans de ça, on caractérisait les déchets d'une épicerie aux îles, puis on voyait, c'est normal d'avoir des pertes, hein, on ne tape pas du tout sur la tête des épiciers parce qu'ils font des miracles au niveau de l'approvisionnement et de la saine gestion, mais on voit quand même que dans une barquette de champignons, il y en a un ou deux abîmés. Personne ne va l'acheter. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a documenté quels sont les besoins de notre population, quel est le stock de denrées récupérables dans les marchés d'alimentation.
Et on a mis sur pied un service de récupération-redistribution. Je dis « on », mais en fait, on est allé voir comment faisaient nos amis gaspésiens. Puis il y a un modèle qui était vraiment intéressant. C'était une banque, un système de récupération, et redistribuait à tous les organismes de première ligne. Donc, plutôt que d'être un seul partenaire, c'est mobiliser et renforcer un réseau d'organismes qui font déjà des miracles et qui, eux, sont en contact avec les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, tu sais, vous voyez, sur l'économie circulaire, on parle environnement, on parle technologie, mais l'humain, la société, le tissu qui supporte tout ça, c'est la pertinence des projets qu'on va mettre sur pied. Donc, pour vous donner une idée, on en est très fiers parce que ça fait 10 ans qu'on voyait qu'il y avait un potentiel, mais là, ça fait 6 mois que c'est en fonction. C'est 12,4 tonnes de denrées redistribuées aux personnes en situation de vulnérabilité. Les cuisines collectives les utilisent, les petits cuistots les utilisent, les clubs des petits déjeuners éventuellement peuvent y avoir accès. C'est l'équivalent à 150 000 portions alimentaires. Pour une population de l'échelle des îles, c'est majeur. Tout ça s'en allait à l'enfouissement. Bien, pas à l'enfouissement, pas vrai. Une bonne partie était compostée, mais pour ce qui ne pouvait pas être déballé, ça s'en allait à l'enfouissement. Donc, plus de 12 organismes aujourd'hui qui bénéficient du service. On sait que ça fait des miracles. La matériothèque, ça, c'est intéressant parce qu'il y avait un appel à projet de Recycle Québec à un moment donné avec le ministère, à l'époque MDD-ELCC, ministère des Changements climatiques et de l'Environnement, qui disait on veut des solutions pour réduire, décarboniser les résidus de construction, rénovation, démolition, les fameux CRD. Donc là, on a plein de solutions techniques, technologiques qui arrivent. On le sait, c'est parfait, c'est vraiment une bonne idée. De notre côté, on dit, par le réemploi, on va prolonger la durée de vie et donc réduire les émissions de GES. Donc, on a constitué avec une entreprise d'économie sociale qui est Réutile, la matériothèque. Et là, vous comprenez que je suis designer industriel de formation, puis il y avait une matériothèque à l'Université de Montréal. Fait que rien ne s'invente, hein? On reprend les concepts. Cette structure-là a permis d'aller chercher, vous voyez, la butte, c'est la vraie butte aux îles de la Madeleine. Hein? Nous, on ne voit pas les choses, mais nous, on les voit. Tout s'en va à un seul centre et il y a un aspect visuel très fort sur la consommation. Les déchets de CRD, c'est un volume impressionnant. Et d'un autre côté, on importe l'entièreté ou presque des matériaux de construction. Donc, la mise sur pied de cet espace-là de revente, on s'entend, il n'y a personne qui a construit une maison de A à Z avec ça, mais il y a beaucoup de poulaillers qui se sont faits, puis il y a beaucoup de petits travaux de rénovation. Quand tu as besoin d'un morceau de gypse d'un pied par un pied, parce que tu as eu un petit dégât d'eau chez vous, qu'est-ce qu'on fait? On achète la feuille de 4 par 8, avec une matériothèque, ça fait beaucoup de sens. Donc, aujourd'hui, les propriétaires, c'est, comme je disais, une entreprise d'économie sociale, 206 tonnes de matériaux de construction revendus, l'équivalent à 80 voitures retirées de la circulation en termes de gaz à effet de serre. Puis Réutile vient d'inaugurer son atelier collectif, donc il y a tout un volet aussi de formation, puis d'avoir le magasin de matériaux pour pouvoir faire des projets de création. Ça, c'est aussi intéressant. On doit, petite parenthèse, si jamais il y a des gens des ministères, on doit trouver une façon de financer les entreprises d'économie sociale qui contribuent grandement à l'économie circulaire et sociale. Je ne fais pas de démarchage politique aujourd'hui, mais je dis juste que ces infrastructures-là apportent aux entreprises. Les entreprises qui apportent leurs matériaux, les surplus d'inventaire. Je pense qu'il y a Restore ici à Montréal. Il y en a plusieurs qui font des miracles. L'entreprise, ça lui coûte moins cher de déchets. Puis, sérieusement, ce n'est pas une compétition de vendre un morceau de gyps de 2 par 2. Il faut sortir ça de la tête. L'union fait la force. Et de miser sur ces entreprises-là, on crée du savoir-faire, on crée une économie sociale et solidaire, puis on est capable de valoriser plus de matière. Pour la valorisation des bardeaux, je vais laisser ma collègue Jade Blais, chargée de projet au CERMIM aussi, vous faire une petite présentation. Oui, merci. Dans le fond, si on continue un petit peu avec les résidus de construction, rénovation, démolition, aux îles de la Madeleine, on utilise, comme partout, beaucoup de bardeaux d'asphalte. La petite nuance, c'est que nous, à cause de nos forts vents, on va rajouter plus de pitch, plus de bitume par-dessus. Donc, non seulement on produit des grandes quantités, mais c'est aussi des quantités qui peuvent être considérées comme différentes du gisement du reste du continent. Donc, ce qu'on a fait avec le CERMIM, c'est premièrement, on s'est rendu compte que c'est une matière terriblement problématique parce que, vu sa densité et les volumes, on produit environ 400 tonnes par année aux îles de déchets de bardeaux d'asphalte. Ça coûterait une fortune à sortir des îles. Donc, en ce moment, il ne se passe rien avec cette matière-là. Elle est simplement accumulée dans un tas. Puis avec le CERMIM, vu qu'on a vu justement que c'était très problématique, on a tourné la haute teneur en pitch à notre avantage. Puis on a trouvé une manière de
les broyer, puis les intégrer dans des infrastructures routières. Donc, de cette manière-là, on a fait une route de gravier, donc, comme on peut voir ici. Non, elle n'est pas là. Celle-là. Ouais, on s'est fait une route de gravier en zone industrielle où on est venu remplacer 15 du gravier, qu'on fait importer d'ailleurs. C'est aussi importer du gravier, là, c'est très lourd. Donc, on a remplacé 15 par des bardeaux d'asphalte broyés. Bien sûr, on avait enlevé tout ce qui était bois, tout ce qui était clou, donc c'était que du bardeau. Donc, une matière quand même pure. Puis, ce qu'on a observé, c'est que cette route-là, en zone industrielle, a vu ses propriétés géotechniques s'améliorer. Donc, c'était mieux que du gravier. Il y avait une meilleure cohésion, une meilleure compaction. Il y a énormément de camions qui sont venus passer sur cette route-là. Puis ça, c'était en 2019 et à ce jour, aujourd'hui, elle est en parfait état. Donc, en ce moment, c'était notre banc de test. On essaie de faire des démarches avec le ministère de l'Environnement pour pouvoir pousser cette méthode de valorisation des bardeaux qui est vraiment géniale pour notre gisement. Puis que ça devienne une pratique qui soit courante aux îles ou ailleurs au Québec. On a aussi un volet de valorisation de cordage de pêche. Donc, l'industrie maritime est très, très importante aux îles. En fait, c'est une de nos deux industries principales avec le tourisme. Donc, on a tout ce qui est pêche, on a tout ce qui est transport. On a énormément de cordages de pêche et de transport maritime qui sont jetés à chaque année. Puis puisque c'est un plastique qui est fibreux, même si c'est un plastique d'une très grande qualité et qu'il n'y a que l'extérieur, en fait, qui a l'air usé, c'est une matière qui s'en allait à l'enfouissement parce que c'est plus dur de recycler des fibres que de recycler, par exemple, une bouteille de boisson gazeuse. Donc, en sachant que c'est une matière qui vaut vraiment la peine de se pencher dessus et qu'on en a des quantités excessives, en 2019, on avait monté un projet pour faire des absorbants huileux. Donc, on venait broyer la fibre, puis on l'ensachait. Puis ça, c'est pertinent pour les bateaux de toutes sortes parce que c'est en vue des propriétés des plastiques qui se retrouvent dans les cordages, ça peut absorber l'huile, mais sans absorber l'eau. Donc, on peut les mettre dans les cales de bateau, puis éviter qu'il y ait des déversements d'huile dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui est vraiment pertinent. Puis cette année, on vient tout juste de se faire financer. Donc, on pousse la machine un peu plus loin. Puis, on s'est acheté des beaux équipements d'extrusion pour pouvoir broyer ces cordages-là et les réextruder en plastique. Donc, comme on voit sur la photo là, pas simplement en faire des broyeurs, mais en refaire des pièces de plastique de toutes sortes. Donc, on aurait aux îles notre propre espace de valorisation des plastiques. Puis, sky's the limit avec ça. Là, on s'est acheté une imprimante 3D, puis on va pouvoir faire tout plein de produits qui découlent de ça. Puis encore une fois, ça nous permet d'éviter l'exportation, donc l'enfouissement de matière, la production de GES parce qu'on se trouve très loin des lieux d'enfouissement. Puis ça nous permet aussi d'éviter l'importation de toutes les matières qu'on va créer nous-mêmes sur notre territoire. Et ça vient aussi aider tout ce qui est les entreprises de pêche, les entreprises de transport maritime, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas besoin de payer à grands frais pour se débarrasser d'une matière qui, au bout du compte, va se retrouver enterrée dans ce dépotoir. Vous êtes pas tanné des projets, ça va? C'est intéressant? Ça joue large? Dragage hors gabarit, bon, c'est un terme qui n'est pas... moi-même, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire avant, mais en fait, c'est une méthode d'extraction de sable qui vise à la recharge des plages. Pour ceux qui sont déjà venus aux îles, on a des plages magnifiques, mais il y a des endroits où le sable, ça bouge. Hein? Puis ça fait partie des facteurs qui nous aident à faire face au changement climatique. Au Québec, dans le cadre réglementaire, il n'y a pas ce type de pratique-là. Hein. Il y a un cadre réglementaire sur le dragage, mais il n'y en a pas sur le dragage hors gabarit. Donc, ce qu'on a fait, c'est un projet pilote qui permettait de documenter les impacts sur le milieu physique et biologique, développer la technique, puis espérer une ouverture réglementaire pour des pratiques adéquates, parce qu'il y a un grand potentiel de lutte à l'érosion. On parle de prendre quelque chose on-site. Là, pour l'instant, ce qui se fait, oui, il y a des permis de recharge de plage, mais ça va être beaucoup du sable qui va être dragué, ou une importation de matériaux granulaires XY pour contrer l'érosion, mais de prendre du sable d'un endroit, il faut bien choisir l'endroit, il faut connaître les dynamiques côtières, c'est certain, mais de le prendre d'un endroit puis de le remettre à un autre endroit pertinent pour faire face aux prochaines tempêtes, ça semble d'une grande logique, mais pour l'instant, ça ne se fait pas au Québec. Une des choses qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, donc c'est une pratique courante qui est en Floride. Je ne dis pas que nos voisins ont nécessairement le cadre réglementaire environnemental équivalent au nôtre. Ce n'est pas ça, mais on dit que c'est possible de s'inspirer de certaines pratiques viables, puis il y a une grosse économie derrière ça. Je ne sais pas si vous savez les montants qui sont investis, montants collectifs pour contrer l'érosion aux îles ou maintenir les routes en place, mais ça vous donnerait un frisson dans le dos. L'Oreva, ça, c'est vraiment tripant. On parlait d'économie circulaire, puis de changement climatique. Tout ça est interrelié.
Les changements climatiques, on parle d'érosion, des événements météorologiques extrêmes, mais il y a aussi des changements de route des espèces. Est-ce que la baleine noire vous dit quelque chose? Donc, la baleine noire, elle a changé complètement de route avec les différents courants. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles, mais elle s'empête dans des câbles, des engins fantômes qu'on appelle, qui sont des cages de crabes ou autres équipements marins qui sont dans les mers, qui peuvent être aux îles de la Madeleine, mais qui peuvent être aussi à Terre-Neuve. Donc, nos fonds marins, on a un petit travail de nettoyage à faire. Donc, ce projet-là, c'est la localisation, récupération et valorisation des engins de pêche fantômes au large des îles de la Madeleine. On a un beau petit vidéo qui vous donne une idée de ce que c'est. Ça va vous donner envie de venir par chez nous pour voir ça. Donc, localisation, récupération, valorisation. Le dernier morceau, c'est de les mettre en valeur. Je vais voir si c'est possible de vous mettre le vidéo. C'est à l'automne 2021 que l'équipe du CERMIM et ses partenaires, dont l'Université du Québec et Rimouski, ont mis sur pied les premières bases de ce qui allait devenir le plus important projet de récupération de casiers à crabes perdus en grande profondeur à l'aide d'un véhicule sous-marin télécommandé au Canada. Lors de cette première édition, l'équipe a réalisé 104 plongées à des profondeurs allant jusqu'à 93 mètres dans le golfe du Saint-Laurent pour développer la méthode et formuler 15 recommandations permettant la mise en œuvre d'une technique de récupération efficace et n'ayant aucune perturbation sur le fond marin. C'est dans l'esprit de développer un savoir-faire canadien et insulaire dans le domaine que le CERMIM et Pêcherie FJL se sont associés à Seymour Marine, basé sur l'île de Vancouver, pour réaliser le projet l'Oreva 2022. Pendant une semaine, l'équipe de l'Oreva a uni ses forces chez le manufacturier afin d'adapter le véhicule sous-marin de Seymour Marine aux exigences d'opération nécessaires à l'édition 2022 de l'Oreva. Plusieurs tests en mer ont été réalisés pour arriver à répondre aux recommandations issues de la première saison et réussir l'opération complexe que représente la récupération de casiers fantômes à grande profondeur avec un véhicule sous-marin. Après avoir adapté le véhicule sous-marin télécommandé sur l'île de Vancouver, l'équipe récupère celui-ci quelques semaines plus tard à l'aéroport de Halifax pour mener sa mission aux îles de la Madeleine. C'est au Lab Usine du CERMIM que l'équipe prépare la mission et construit notamment une salle de contrôle du véhicule sous-marin complètement adaptée aux opérations sous-marines du projet l'Oreva 2022. C'est avec un protocole optimisé à tous les niveaux et de nouveaux équipements que le 12 septembre 2022, l'équipe reprend la mer afin de poursuivre le travail amorcé 12 mois auparavant. Le 13 septembre, au lever du soleil, sur un casier fantôme localisé à près de 90 mètres de profondeur dans la zone 12F, l'équipe entame la première plongée avec sa technique améliorée, découlant des recommandations de 2021 et des essais réalisés sur l'île de Vancouver. La technique est un succès. L'équipe met donc le cap sur les positions où se trouvent les multiples casiers perdus par les pêcheurs.
Du 13 septembre au 4 novembre, l'équipe a sillonné le golfe du Saint-Laurent à partir des îles de la Madeleine en y effectuant plus de 140 plongées à la recherche des engins de pêche fantômes dans différents secteurs. C'est dans un contexte de progression constante de l'efficacité de la technique et de l'équipe en place que la saison 2022 s'est déroulée. Ainsi, avec plusieurs ajustements et améliorations au fil du projet, cette édition de l'Oreva a permis la récolte de 50 casiers fantômes et un peu plus de 8 km de cordage. Au total, le véhicule sous-marin a passé plus de 50 heures dans les profondeurs du golfe du Saint-Laurent. Au début novembre, au large du Cap-Breton, l'équipe a conclu son édition 2022 par la récupération d'un casier fantôme dans une plongée d'une durée record de 6 minutes. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que les activités en mer de cette édition se sont terminées. Les 50 casiers et les 8 km de cordage qui ont été récupérés dans le cadre du projet sont amenés au lab-usine pour y être démantelés et préparés pour être intégrés à diverses filières de valorisation en économie circulaire insulaire. Certains des casiers en bon état ont même été remis aux pêcheurs. Continuez de suivre l'évolution de ce projet alors que l'Oreva 2023 est déjà confirmé. Que sont les projets imbriqués au CERN. Vous avez des entreprises, il y a des entreprises de Vancouver, des techniques qu'on travaille à faire avancer, à la quantité de technologies, d'exposants et d'entreprises pertinentes qu'on voit dans un salon comme ici aujourd'hui, et qui cherchent des projets vitrines. On en parlait hier parce que on a un projet de vitrine technologique et technique au niveau du bâtiment durable. On a visité les bureaux de Lemay, super intéressant. Mais comment faire participer les petites communautés à une transition dans le bâtiment? Il va falloir réfléchir ensemble à adapter les techniques, trouver du low cost. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le projet de vitrine technique et technologique, bien ça, c'est un peu pour cette raison-là qu'on a pris le temps, oui, de venir présenter ici aujourd'hui, mais de venir à Montréal pour regarder ce qui se faisait. Parce qu'on a un bâtiment dans le cœur de Cap-aux-Meules qui va être converti pour nos locaux, pour l'accueil de chercheurs, l'accueil d'entreprises pour faire des projets d'innovation. Mais le but, c'est de tester, monitorer les équipements solaires thermiques, éoliennes, etc., dans le contexte des îles avec des vents à 120 puis tout ce que ça représente autour. Fait que méchant défi technique. Ensuite, intégrer les écomatériaux à la rénovation. Il y a fabricants et des isolants en chanvre qu'on veut intégrer dans le bâtiment. Donc, de miser sur le biosourcé, de miser sur le réemploi, de réaménager une zone verte autour, de voir le bâtiment comme un élément vivant, systémique et complexe, au-delà de simplement la technique ou la science du matériau ou de la technologie liée à l'énergie. Donc, histoire à suivre. On est en train de le monter, de le déposer, ce beau projet-là. Donc, j'invite
partenaires et intéressés à venir nous contacter là-dessus. Donc ça, c'est la zone portuaire. Le bâtiment, il est là. Donc lorsque vous allez venir aux îles de la Madeleine, on est aussi dans la porte d'accueil des îles. Fait que qui se cherche une vitrine, c'est quand même un endroit stratégique pour la faire. C'est un lieu d'innovation, de recherche et de maillage, mais c'est aussi l'endroit qui va accueillir nos laboratoires géomatiques, laboratoires de chimie, les bureaux de projet, l'accueil de chercheurs, d'étudiants, salles de réunion et de formation et l'hébergement court terme. Je parlais des entreprises. On a un beau tissu de PME, des gens de qualité, des gens convaincus, mais il y a des maillages entre entreprises des îles et entreprises de Montréal et d'ailleurs qui doivent être faits pour faire avancer les choses, autant au niveau technique que technologique. Il y a de la place pour du développement aussi, vous n'avez pas idée. Les îles, c'est un endroit quand même riche en projets et en vitrines, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous avez vu plein de projets assez larges. Comment on arrive à faire tout ça? Bien, il y a une équipe, il y a des équipements, on a des drones, on a un robot sous-marin, il y a un bateau de recherche, il y a bientôt le carrefour insulaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vise pas à... entreprise à but non lucratif ne veut pas dire une entreprise qui ne va pas être viable. Hein? Première chose, premier élément qu'il faut démentir. Le Lab-usine, c'est une infrastructure qui comprend des équipements qui visent à valoriser un maximum de choses. On parlait de filière plastique tout à l'heure, on parlait de valorisation des coquilles, mais il y a de la place pour une entreprise qui voudrait faire une petite usine pilote, même sur une courte période, pour venir tester des choses, c'est quand même intéressant. En ce moment, il y a déjà pas mal de choses, mais on est équipé en charge électrique pour accueillir beaucoup de technologies. Le Francis Eric, ça c'est le nouveau navire semi-hauturier. En fait, c'est un navire existant qui fait la pêche, mais qu'on a converti en navire de recherche, donc il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là, comme vous avez vu dans la vidéo de Loreva. Ça, je ne m'attarde pas là-dessus, mais en fait, comment ne pas être imposteur en ayant un si large spectre de projets, allant de la vitrine, de l'architecture à l'agronomie? Bien, on a une équipe d'une 12aine de personnes, ingénieurs agronomes, chimistes, physiciennes. On a des gens de qualité qui font le lien, le maillage. Mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on travaille avec les entreprises et les centres ailleurs qui, eux, ont l'expertise. On n'a pas l'intention de faire le nombril du monde aux îles de la Madeleine, c'est pas ça. Mais justement, d'aller chercher la force vive dans chacun des secteurs pour utiliser les îles comme laboratoire pour faire avancer les îles d'une part, mais aussi faire avancer les techniques, les technologies. Je pense que, je ne sais pas si je vous ai convaincu avec le potentiel de projets en économie circulaire et autres, mais il y a beaucoup à faire. Donc, en conclusion, l'innovation systémique et intégrée, c'est technologique, certes, mais c'est aussi pluridisciplinaire et contextualisé. Il y avait un architecte qui présentait vendredi, je trouvais son approche très intéressante parce qu'il disait que c'est beau les technologies vertes, mais si tu ne t'adaptes pas à ton milieu d'accueil, ça ne fait aucun sens et on crée des aberrations. Donc, il faut quand même porter attention à ça. Pour s'intégrer et trouver sa pertinence, elle intègre à la fois les avancées scientifiques, les solutions techniques simples, l'environnement physique, social et humain. Partout où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. Mais l'homme aussi est une grande capacité de collaboration, d'empathie, de volonté de faire changer les choses. Un des défis du siècle est d'ailleurs d'apprendre à travailler ensemble, de nous mobiliser, de prendre le temps de se donner des buts communs. Chercher l'avantage pour tous. Et, comme disait Albert Jacquard, il faut rebâtir complètement une société humaine où la compétition sera finalement éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que moi grâce à l'autre. Donc, miser ensemble d'être plus grand. Et je termine avec ça. La Terre est une île, ses limites sont définies, notre inventivité, elle, est infinie. Merci à nos partenaires. Comme on dit, on est un OBNL, on n'a pas le choix ici. Grâce à eux, on fait beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas s'il y aurait des questions. Excusez, j'ai le... Oui. Alors, donc, si vous avez des questions, on a le micro. Je parle assez dedans. Donc, parlez proche pour que tout le monde puisse entendre. Il y a un bruit de fond certain ici. Bonjour. Je suis très impressionné par le nombre de projets que vous avez en cours. C'est extraordinaire, surtout dans une île pas mal isolée du reste du continent. Je vais ajouter deux
autre possibilité pour l'île de Madeleine. Si je comprends bien, un tiers de votre électricité provient des éoliennes. Et 15 15%. Mhm. OK. C'est récent. C'est récent, mais il y a 4 nouvelles qui s'en viennent. Ça va se développer tranquillement. Well, Hydro-Québec veut faire une câble entre le Gaspésie et l'île de Madeleine. Ils ont annulé le projet il y a quelques semaines. Ah, On ça, s'y attendait. ça, c'est des bonnes nouvelles parce que l'île de Madeleine peut être autosuffisante si on met ensemble les éoliennes avec le stockage de l'énergie. Deuxièmement, je vais parler des traversiers. En Norvège, ils ont à peu près 800 traversiers. Ils ont commencé à électrifier plusieurs centaines de leurs traversiers et éventuellement sera 100%. Entre Vancouver et l'île de Vancouver et les diverses îles autour de Colombie-Britannique, ils vont convertir toute leur flotte à des traversiers électriques. Alors, la mobilité électrique pour les traversiers, ça fonctionne à courte distance. Ce n'est pas pour des navires à longue distance, mais à courte distance, c'est faisable. Ben, c'est ça, en fait. Ça prend 5 heures en bateau. C'est une bonne distance. Vous mettez le doigt sur un enjeu. Ben, en fait, à chaque enjeu, il y a une opportunité. Vous l'avez dit, une centrale au mazout, puis un territoire qui ne sera pas relié par le câble. Ça veut dire que c'est l'endroit idéal pour tester, oui, il y a l'éolien, mais aussi l'idée de micro-réseau ou de bâtiments autonomes. Il y a beaucoup de vitrines qui se font ici, mais le backup, il est électrique, puis il y a un poids, mais pas tant que ça. Là, au coût, ça représente pour Hydro-Québec de fournir 1 kWh, c'est vraiment quelque chose. C'est un poids collectif qui fait qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Une fois qu'on pourrait rendre le territoire plus résilient et autonome au niveau énergétique, oui, la question du transport maritime pourrait se poser, mais c'est vrai que là, 5 heures de bateau se rendre jusqu'aux îles pour viser une recharge sur une centrale au mazout. On pourra voir si ça vaut la peine, là, mais on a plusieurs chantiers comme ça qui vaut la peine de développer. Là. Ouais. Bravo pour votre... Maintenant? Oui. Bravo pour votre présentation, c'est immense. Moi, j'ai appris énormément de choses. Puis je sais que les îles sont d'une force, ont toujours été une histoire de force, de survivance et d'exemple de survivance pour tout le monde. Bravo pour ce que vous tentez de faire. Et je me demande si vous, étant donné votre positionnement, est-ce que vous vous êtes intéressé à vous considérer le solaire? Oui. Comme on sait qu'il y a des panneaux qui sont verticaux, d'autres, c'est que ça vous donnerait de l'autonomie auquel vous êtes habitué et les ressources que vous pourriez développer. Parce que vous avez tellement de place, puis vous n'avez pas les problèmes d'arbres que nous, ici, on a. C'est pas un problème, c'est des poumons. Mais vous autres, vous avez de l'air déjà. Alors... C'est une bonne question. En fait, c'est l'objectif. La vitrine qu'on veut mettre sur pied avec les locaux du CERMIM, ça vise à faire ça, c'est-à-dire documenter la performance de panneaux solaires, mais aussi hybrides solaire thermique et une micro-éolienne. On n'a pas les arbres, mais on a des vents, comme je disais, à 100, 120, 130, des pics 140. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un bâtiment qui intègre ça doit automatiquement revoir son ingénierie, sa structure de toiture pour pas que ça arrache. Puis de mettre des panneaux solaires dans des champs. Bien, déjà, on n'en a pas beaucoup, mais sur les plages, ils vont se faire sabler. Donc, tu sais, c'est vraiment une réalité qui est haute. On regarde, c'est sûr, ce qui se fait du côté de la France, d'autres pays. On a un échange avec les îles du Ponant aussi qui connaissent bien le vent. Quand on disait qu'ils ventaient chez nous, on a eu une petite leçon d'humilité, hein, avec des pics des fois qui allaient à 280, des choses de fou.
Donc, mais oui, c'est un des éléments, mais comme Hydro-Québec a fait l'annonce, il y aura un investissement dans l'écoquartier. Ils veulent faire un micro-réseau un peu comme il y a eu à Mégantic. Mais pour faire un cahier des charges, qu'est-ce qui fonctionne dans le contexte des îles? On n'a pas assez d'informations viables. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à la hauteur d'un petit OBNL, de dire, bon, mais nous, si on met à contribution notre bâtiment qu'on est en train de rénover de toute façon, est-ce qu'on peut monitorer l'efficacité de telle et telle technologie? Donc là, on est en train de monter ça, donc ça fait son sens qu'on soit au salon en ce moment-là. On voudrait faire ce premier pas-là pour notre collectivité et pour ouvrir le marché aussi aux entreprises qui vendent des technologies pour tout, parce qu'il y a les îles, mais il y a toute la côte. Le Québec, il y en a de la côte en tabarouette. Excusez-le. Oui, bonjour. Patrick Goulet de Énergie solaire Québec. Bonjour. Je suis allé en Écosse l'année dernière aux Orcades, puis ils sont des lunes devant nous autres là, pour ce qui est de la résilience et de l'autonomie. C'est une archipel, ils sont 23 000, puis tout ce que vous voulez faire, ils l'ont fait. Ils sont rendus là. C'est vraiment bon à Fait que savoir. si vous cherchez des exemples, Mm. viendrez me voir, je peux vous en donner plein. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions pour nos deux magnifiques intervenantes des îles de la Madeleine? C'est effectivement Au meilleur impressionnant tout ce que vous faites. Oui, ben j'imagine. Ben justement, monsieur a parlé de ce qu'il faisait au Cap en Nouvelle-Écosse, c'est ça? En Écosse, OK, j'ai mal compris. OK, en Écosse. Donc, ma question, Il faut c'était vraiment ça. qu'on aille voir ça, absolument. Et Ouais. C'est des collaborations internationales. Alors, c'est un des enjeux qu'on a, c'est qu'on n'est pas un gouvernement, on n'a pas encore de statut. On travaille là-dessus en ce moment. Là. On n'est pas un CCTT ou autre, donc on fonctionne par projet. Fonctionner par projet, on a des liens d'affaires avec les îles du Ponant, mais en effet, on le voit le potentiel pour le Québec et pour le Canada de s'intéresser à ce qui se fait sur les îles, sur les nôtres, mais sur toutes les îles du monde parce que ce que j'ai présenté là, tu sais, au Québec, on doit l'expliquer. Aux îles, c'est pas pareil. Aux îles, c'est pas pareil. Mais quand entre insulaires, on se met à parler, on commence la phrase et l'autre la termine dans le contexte vécu. Donc, je pense que les îles, en effet, ont beaucoup à apporter. Puis, on ne demande que ça, de se réseauter pour minimalement ne pas refaire les mêmes erreurs qu'ailleurs, de profiter de ce qui a déjà été fait pour avancer plus vite, puis d'être plus résilient. Donc, encore une fois, c'est par la collaboration puis l'ouverture à l'autre, je pense qu'on va y arriver. Oui, d'accord, merci. Ce qui veut dire, juste à titre d'information, pour moi, votre financement, c'est Oui. un financement surtout par projet. Oui. Puis une affiliation avec des centres On est de affilié recherche. à l'Université du Québec à Rimouski, Ouais, OK. qui nous donne un appui depuis les tout débuts. Il y a la communauté maritime des îles qui nous soutient. Récemment, il y a Développement économique Canada, puis il y a le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui est là depuis longtemps. Mais il y a plus de la moitié de nos revenus qui sont en revenus autonomes de projet. Donc, on est innovant aussi dans la façon de structurer pour pouvoir faire avancer les choses. Mais éventuellement, un statut reconnu, là, comme un CCTT ou un centre de recherche national, nous permettrait de faire, imaginez. Ben, d'aller chercher C'est ce qu'on vise, c'est cette année. d'aller Cette année, chercher c'est notre d'autres combat. financements. J'ai manqué M. Fitzgibbon, mais je pense qu'on va avoir une petite conversation prochainement. Oui, alors, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, questions? On vous remercie infiniment. Merci.